commandant de bord me dit écoute, c'est à toi parce que là, on voit vraiment plus rien devant. C'est soit tu y vois et on y va, soit on annule la mission et on va devoir tout repousser derrière. Hélicast, le podcast de l'aviation légère de l'armée de terre. Bonjour à tous, bienvenue sur Hélicast, le podcast de l'aviation légère de l'armée de terre. Aujourd'hui, nous sommes avec le brigadier chef Thomas, membre opérationnel de Soute au 1er régiment d'hélicoptères de combat. Merci, brigadier chef, d'être avec nous, de pouvoir partager votre expérience. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter et surtout nous expliquer ce qu'est le métier de membre opérationnel de Soute au sein de l'aviation légère de l'armée de terre? Alors, le membre opérationnel de Soute est un membre d'équipage sur hélicoptère de manœuvre. Pour ma part, au 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg, je travaille sur NH90 Caïman. C'est la 4e personne qui constitue l'équipage d'un Caïman. En plus du pilote, du commandant de bord et du mécanicien navigant, le membre opérationnel de soute est chargé de s'occuper de tout ce qui se passe dans la soute, c'est-à-dire le chargement du fret, vérifier que les personnes sont correctement attachées, et on fait également l'autoprotection de l'hélicoptère en opération extérieure. Il y a aussi tout un tas de missions dont on va pouvoir parler après. Et on est surtout aussi les yeux du pilote au moment du poser, parce qu'il faut savoir que c'est un hélicoptère qui mesure quasiment 20 mètres de long, qui fait 16 mètres de diamètre rotor, et du coup le pilote tout à l'avant ne sait pas où posent les roues, où est-ce que le rotor anti-couple qui est situé à l'arrière de l'hélico va pas taper un poteau ou quoi que ce soit. Du coup, on est les yeux et la sûreté arrière du pilote pour pouvoir faire poser la machine en toute sécurité et en dehors des obstacles. Donc, brigadier chef, membre opérationnel de Soute, c'est une spécialité qui est assez hors du commun au sein de la LAT. Mais comment on y vient à devenir donc un MOS, un membre opérationnel de Soute? Quel cursus on peut avoir? Est-ce que pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé déjà au sein de l'aviation légère de l'armée de terre et puis pourquoi membre opérationnel de Soute? Alors pour ma part, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage un militaire qui a pu m'inviter aux journées portes ouvertes de son régiment dans lequel il exerçait. Et le jour de ces journées portes ouvertes, il y avait une démonstration d'aérocordage, donc c'est une technique de mise à terre des commandos par le biais d'une corde depuis l'hélicoptère. Et du coup, mes yeux se sont rivés sur la personne qui s'occupait de mettre en œuvre le système de cordage, l'armement à sa bord. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à me renseigner parce que déjà féru un peu d'aéronautique depuis 6-7 ans, j'ai voulu un petit peu approfondir le sujet par le biais du rotor qui tourne. Et après m'être renseigné, du coup, j'ai postulé au 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg. Euh, Mon parcours à moi, personnellement, m'a fait passer par le peloton de reconnaissance et de balisage, qui était un peloton qui servait à, comme son nom l'indique, à reconnaître et baliser des aires de posée et de ravitaillement pour les hélicoptères en campagne. Une fois que ce peloton a été dissous, le peloton MOS, donc membre opérationnel de soute, a été créé. Euh, et au sein de ce peloton, on a voulu garder un vivier de militaires du rang qui allait prendre part entière au vol et faire partie intégrante des équipages. Du coup, j'ai demandé le maintien dans cette spécialité. Aujourd'hui, la politique de recrutement des membres opérationnels de soute, il faut être militaire du rang, il faut justifier de 4 ans d'ancienneté et satisfaire aux tests de sélection qui ont lieu une fois par an. Donc, brigadier chef, on comprend bien que vous avez toujours été passionné par l'aéronautique. Euh, Vous totalisez plus de 15 ans de service au 1er régiment d'hélicoptères de combat en tant que MOS sur hélicoptère Caïman. Donc, vous cumulez plus de 2500 heures de vol. Vous avez été projeté à 13 reprises en OPEX. On peut citer notamment la Libye, l'Afghanistan, le Niger, Djibouti, les Antilles, mais également le Mali. Est-ce que, brigadier chef, vous pourriez nous parler d'une de vos expériences en opération en tant que MOS? Oui, bien sûr. Au Mali, notamment, un de mes plus gros souvenirs, c'est lorsque je suis allé chercher un camarade du Primus, donc du 1er régiment d'hélicoptères de combat, qui était en situation un petit peu périlleuse puisqu'il a été blessé au contact lors d'une opération conjointe avec les groupements commando montagne. Euh, Nous avons été déclenchés avec mon hélicoptère et mon équipage dans un cadre d'évacuation sanitaire. Il faut imaginer qu'on peut médicaliser l'intérieur de la soute du Caïman
en y mettant des supports de brancard, en y mettant toute une batterie d'instruments et d'appareils pour subvenir aux besoins des blessés ou des malades, hein, ça peut arriver aussi, avec qui on embarque aussi un médecin et un infirmier, donc ils sont formés aux gestes d'urgence pour maintenir en vie nos patients. Tout ça, le but est de les ramener vers une structure hospitalière de manière à ce qu'ils soient pris en charge dans un bloc opératoire. Du coup, on est d'alerte H24 pendant un temps donné, une semaine, une dizaine de jours. Et du coup, on assure les évacuations médicales. Et donc, on est parti à 5h30 du matin pour aller chercher deux premiers blessés nigériens qui travaillaient conjointement avec le groupement Commando Montagne, qu'on a ramenés après 1h30 de vol. À peine le temps de poser, de ravitailler, reconditionner la soute, aller chercher des lots complémentaires parce que les médecins avaient usé quelques médicaments, quelques bandages, etc. Il a fallu recompléter tout ça, reconditionner la soute pour pouvoir le plus vite possible repartir en vol parce que c'était une action de feu. Euh, et fait et dit, à peine le plein effectué, on est rappelé pour aller chercher un commando montagne qui est blessé aux cuisses. Du coup, on redécolle dans la foulée, on est reparti pour de nouveau 1h30 de vol. On va chercher le commando alpin auprès de ses camarades qui sont encore sous le feu à ce moment-là. Donc la tension est vraiment palpable et au moment de poser, on voit déjà des impacts un petit peu au loin en lisière de la forêt, lieu de l'action du coup. On est appuyé par un hélicoptère Tigre de notre régiment également. On va chercher le blessé, on le récupère dans notre soute et on l'évacue sur le même point sur lequel on était basé. Euh, un petit peu plus tard dans l'après-midi, on est déclenché pour aller chercher cette fois un alatman, on appelle ça, donc c'est un personnel de l'aviation légère de l'armée de terre, mais on ne sait pas exactement qui et on pense un peu qu'il y a un quiproquo parce que avec les groupements commando montagne, on se demande bien qui peut bien les accompagner. Et c'était du coup un camarade à moi avec qui j'ai passé mon stage pour passer caporal, qui s'est retrouvé sous le feu avec lui qui était mécanicien auto, parce que les véhicules sont mis à rude épreuve dans le Sahel, la chaleur, la poussière. Du coup, ils avaient besoin d'un mécanicien performant qui les a accompagnés. Du coup, c'est Thomas, mon camarade, qui porte le même prénom que moi en plus, qui les a accompagnés pendant cette mission. Et dans le cadre de cet accrochage avec les groupes armés terroristes, il a été blessé. Du coup, on a été déclenché donc pour la troisième fois consécutive cette journée-là. On a été déclenché pour aller chercher donc notre camarade Alatman. Grande surprise, on savait pas du tout qui c'était. Et au moment où il a été embarqué avec le brancard dans la soute, je découvre son visage plein de stupeur parce qu'on s'attend vraiment pas à avoir un camarade, quoi. Donc c'est pas grave, la mission change pas, peu importe la personne qui est sur le brancard, on reste concentré, on reste focus sur la mission et puis surtout c'est toujours sous le feu, donc il faut avoir un peu les yeux dedans, un peu les yeux dehors pour surveiller en cas de prise à partie parce que je suis aussi servant de l'arme en plus d'être chef de la soute. Du coup voilà, on reste focus, on ramène notre camarade et, euh, et pour le coup c'était la fin de la journée, mais un peu plus tard dans la nuit, au petit matin le lendemain pour clôturer ces 24 heures d'évacuation sanitaire. On est retourné chercher un ultime blessé, de nouveau un commando montagne qui avait été blessé au niveau des jambes. Et du coup, c'est la cinquième victime qu'on est allé chercher sur les lieux de l'accrochage. Voilà, donc en 24 heures, 5 évacuations sanitaires, 4 vies sauvées, dont celle d'un camarade proche, et le réel sentiment d'avoir contribué à l'avancement de la force, quoi. C'est des moments qui sont hyper intenses, on l'imagine bien. 24 heures dans l'action, ça doit créer certainement des liens, notamment dans l'équipage de la machine, et une certaine confiance peut-être entre vous. Vous liez des liens assez particuliers avec l'équipage d'un hélicoptère? Complètement, parce que dans un hélicoptère de manœuvre, il faut s'imaginer qu'on est constamment quatre. Donc, je le disais un peu avant, le pilote qui est à droite, qui s'occupe de piloter la machine, de la conduire un peu plus vulgairement. Le commandant de bord qui est en place gauche, qui est aussi un pilote, mais qui est beaucoup plus expérimenté, à qui on confie la mission de gérer la mission, d'être le chef de l'aéronef. Au milieu, entre les deux et un petit peu en retrait, on a une troisième personne qui est le mécanicien navigant, donc qui est vraiment le technicien embarqué qui connaît la machine sous toutes ses coutures et qui va être
un conseiller aux yeux du commandant de bord qui va pouvoir l'appuyer en cas de prise de décision, s'il y a des pannes ou quoi que ce soit. C'est vraiment le technicien, c'est la bible technique vivante de la machine. Et puis du coup, pour parfaire cet équipage, du coup, donc la quatrième personne, donc le poste que j'occupe, le membre opérationnel de soute, et du coup, ben, quand on vit à 4 constamment comme ça pendant 10 jours, une semaine en alerte évacuation médicale, forcément on vit les uns sur les autres, on mange ensemble, on vit ensemble parce que on ne peut pas imaginer qu'on n'est pas ensemble si jamais le téléphone sonne et qu'il faut partir récupérer un blessé. On ne peut pas imaginer être séparé et de facto qu'il y ait une personne qui manque à l'appel au moment du décollage. Il faut s'imaginer que la machine, elle est toujours prête à décoller. La seule chose qui peut retarder, c'est soit une panne, soit l'humain derrière. On n'a pas le droit de ne pas être en symbiose. Il faut absolument qu'on tisse des liens, et même si on n'a parfois pas des atomes crochus, en fait, on est obligé de maintenir une bonne entente, on est obligé de tisser des liens, et de toute façon, ça arrive naturellement parce qu'avec ce genre d'événements forts qu'on vit, forcément, ça rapproche. Ça rapproche avant parce qu'on l'a travaillé 1000 fois, parce qu'on a pris nos petites habitudes, même si l'habitude tue, comme on dit, mais chacun a sa petite responsabilité, chacun a sa tâche, mais on se vérifie tous derrière. On a chacun un rôle extrêmement important au sein de l'équipage. Et en fait, à force de travailler ces choses, à force de mécaniser tout ça un petit peu, le lien se crée naturellement, et avec les événements qu'on vit, forcément, ça les consolide, ça les crée s'ils n'étaient pas déjà existants, ça les renforce forcément. Parce que on se doit d'être hyper vigilants les uns envers les autres, parce que au sein d'un équipage, s'il y a une personne qui n'est pas dans son assiette ou qui a moins bien vécu l'événement que les autres, il va falloir le déceler, il va falloir être un soutien immédiat envers cette personne, et puis prendre les mesures palliatives derrière, ben, soit la remplacer, le temps qu'il puisse un peu plus se reposer, etc. En fait, on est vraiment tous hyper vigilants les uns entre les autres, parce que c'est une vraie nécessité pour la bonne conduite des opérations. Cette confiance mutuelle qui s'installe entre vous au sein de l'équipage pour, comme vous le dites, pour le bon déroulé de cette mission, est-ce que vous avez un exemple en fait en tête que vous pourriez nous partager où justement cette confiance mutuelle elle est essentielle dans le cadre de vos fonctions? Est-ce que vous auriez éventuellement un petit exemple à nous faire partager? J'en aurais mille. J'en aurais mille parce que c'est vraiment notre quotidien. Le moindre vol qu'on fait en zone d'entraînement dans nos régions en France, c'est chaque vol a son lot de confiance aveugle l'un envers l'autre au sein de la machine. Alors là, tout de suite, évidemment, j'en ai un en particulier euh, dans la région des Adrar, des Iforas, donc à proximité de Kidal au Mali. J'ai plus l'année en tête. On a dû, la veille du déclenchement d'une opération majeure qui allait se dérouler sur 4 semaines, on a dû aller déposer des équipes de surveillance en vue du début de ces opérations, donc qui étaient composées de tireurs d'élite, de spotters, d'observateurs avec des jumelles, etc. Voilà, c'était les yeux de l'opération à J-1, et il a fallu les déposer en toute discrétion, et du coup, bah, qui dit discrétion pour nous, dit soit la nuit, soit au petit matin. Pour le coup, cette opération-là a été déclenchée au petit matin. Euh, il faut savoir que l'hélicoptère sur lequel j'opère, donc le NH90 Cayman, il pèse lourd. Il pèse lourd, et quand il fait très chaud, l'air porte beaucoup moins bien, et du coup il est beaucoup moins performant. Du coup on privilégie un peu ces horaires où c'est ce qu'on appelle à la fraîche, parce qu'une heure après le lever du soleil, c'est le moment où il fait le plus frais dans la journée. Du coup on privilégie cet horaire de décollage là, parce qu'on a beaucoup de monde en soute, parce qu'on a beaucoup de carburant dans les soutes, et du coup ça pèse lourd pour l'hélicoptère. Et du coup, en fait, bon, on va chercher le point le plus frais de la journée, de manière à ce que l'hélicoptère garde des très bonnes performances pour assurer un bon vol. Du coup, on choisit un horaire, il devait être 5h, 5h30 au lever du jour au Mali. Et du coup, ben, on se retrouve, comme on dit chez nous, entre chien et loup. C'est-à-dire qu'il fait plus tout à fait nuit, il fait plus tout à fait jour. Du coup, on a encore équipé des jumelles de vision nocturne. Donc il faut savoir que ces jumelles, on voit en vert à l'intérieur, et la particularité des jumelles de vision nocturne qui, dont nous sommes équipés, elles ont cette particularité qu'il faut une source de lumière. En fait, elles intensifient la lumière. Ce qui fait que la lumière du soleil, c'est déjà beaucoup trop pour les jumelles.
ce qui fait qu'on n'y voit plus rien dedans. Sauf qu'à ce même moment, si on enlève les jumelles, il fait pas encore assez jour pour que l'œil humain voit correctement. Donc en fait, on est vraiment, vous voyez, dans cette situation où c'est vraiment le vrai moment du crépuscule. Et on doit aller poser une machine sur un rocher qui fait 10 mètres de long sur 5 ou 6 mètres de large. Typiquement, c'est exactement le gabarit de l'hélicoptère que je dois poser, parce que le pilote devant, bah, il a les pieds dans le vide, hein, parce qu'en dehors du rocher, il n'y a plus rien. Parce que le commandant de bord, à sa gauche, il voit plus rien, parce que le mécanicien navigant, bah, lui, il a la tête dans les instruments, il est occupé à faire autre chose. À ce moment-là, donc je suis vraiment le dernier rempart, parce que devant, personne n'y voit rien. Les seules choses qui permettent à l'équipage d'avoir des repères, bah, c'est les instruments en fait, et ce qui permet de vraiment bien poser, bah, c'est une paire d'œils humains. Du coup, à ce moment-là, ben, le commandant de bord me dit, bah, écoute, c'est à toi parce que là, on voit vraiment plus rien devant. C'est soit tu y vois et on y va, soit on annule la mission et on va devoir tout repousser derrière. Donc là, à ce moment-là, je vous avoue qu'on a un petit clic de pression en plus, mais comme d'habitude, en fait, il faut rester focus et se dire que ben, c'est imposé comme un autre. Oui, on n'y voit pas très bien. Oui, il y a du monde en dessous. Oui, il y a un enjeu opérationnel derrière. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que qu'on pose une machine qui pèse 9 tonnes ou qui pèse 11 tonnes, qui fasse jour ou pas, on sait le faire. C'est notre métier, on est entraîné pour ça. Et ben, c'est parti, quoi. Donc du coup, on a réussi à faire poser la machine avec cette symbiose parfaite entre le pilote et le MOS qu'il y a au moment du poser. Il faut savoir qu'en termes d'ambiance dans le cockpit, donc on est équipé d'un casque avec un micro et des oreillettes pour qu'on puisse communiquer parce qu'on ne se voit pas. Il faut imaginer que c'est comme s'il y avait un rideau devant entre le cockpit et la soute, et on ne se voit vraiment pas. Donc vraiment ce qui nous relie physiquement entre le cockpit et la soute, c'est le cordon radio qui nous relie à l'équipage et qui fait que à la voix, en fait, je vais pouvoir donner des indications au pilote d'aller 1 mètre en avant, d'aller parfois même 0,5 mètres en avant parce que ça se joue parfois à 50 cm. Si la roue elle va plus loin que ces 50 cm, c'est parfois un creux, c'est un pic, c'est quelque chose qui va endommager la machine. Donc il faut vraiment avoir ce degré-là de précision. Et si on n'a pas une confiance absolue au MOS qui nous guide derrière, ben ça peut pas matcher. Si le MOS il n'est pas absolument certain non plus des ordres qu'il donne au pilote de direction, ça peut pas matcher non plus. Donc en fait à ce moment-là, c'est là qu'on voit le fruit de nos entraînements qu'on répète et qu'on exécute vraiment tous les jours. Et c'est un quotidien, c'est extrêmement technique et c'est pour autant aussi extrêmement satisfaisant quand on y arrive à chaque fois à mener à bien la mission. Donc pour le coup, ce jour-là, on a réussi à poser les 3 trains d'atterrissage sur le rocher, on a réussi à déposer nos équipes, on a réussi à redécoller et à rentrer à la maison sereinement. Est-ce que vous auriez un mot, brigadier chef, pour synthétiser votre carrière, vos expériences que vous avez pu vivre en tant que MOS? Si je devais donner une phrase, euh, j'en ai pas de toute faite, mais je vais vraiment parler avec mes mots. C'est une vraie aventure. C'est une vraie aventure parce que c'est au-delà de tout humain. C'est au-delà de tout, au-delà du grade, parce que dans mon hélicoptère, il y a 2 officiers devant, un sous-officier supérieur au milieu et moi militaire du rang derrière. C'est au-delà du grade, c'est réellement une aventure extrêmement humaine qui nous fait vivre des expériences qu'on ne peut réellement pas voir ailleurs. L'évacuation sanitaire, le travail sous élingue, aller chercher des victimes en treuil, réussir à faire toutes ces missions en un seul métier, ça n'existe nulle part ailleurs. Vraiment, c'est une aventure humaine incroyable qui comporte des hauts, qui comporte aussi des bas, mais qui est où on n'est jamais seul, on est constamment accompagné. Si vraiment on aime l'humain, si on aime en plus l'aéronautique, si on aime le fait d'être au service de plein d'unités différentes, si on aime partager, c'est un métier de passionné, c'est un métier où on partage. Après 16 ans du coup dans l'armée de terre et du coup dans la LAT en tant que MOS, j'ai vraiment constaté que il y a plus de guerre, il y a plus d'opération sans hélico. On est constamment avec les autres, on est constamment appelé dans tous les régiments, dans toutes les unités, et au-delà de l'aventure humaine au sein de l'équipage, c'est une aventure humaine au service des autres. Et c'est incroyable parce que j'ai gardé des contacts quasiment dans tous les régiments avec lesquels j'ai exercé, et humainement, bah, voilà, pour moi, il n'y a pas plus fort. C'est, je pense, de mon point de vue, c'est le métier qui est la polyvalence par l'engagement.
Est-ce que quelque part, ça serait pas le message qu'on pourrait adresser à un jeune qui nous écoute en ce moment, qui hésite peut-être de pousser la porte d'un engagement dans la latte? Est-ce que finalement, vivre une aventure hors du commun, ça serait pas notre mot de la fin, où il y a des chefs? Complètement, parce que vraiment, la latte, c'est un peu le ciment, j'ai l'impression, de toutes ces unités extérieures. Parce que, comme je le disais avant, plus personne bosse sans hélico quasiment, que ce soit pour l'évacuation sanitaire, que ce soit pour du, du recomplètement en munitions, en rations, en eau, que ce soit même pour de la simple logistique. On bosse littéralement avec tout le monde. Du coup, vraiment, si l'aventure humaine plaît, si l'aéronautique passionne, si la technicité intéresse, c'est c'est- c'est- c'est les trois pieds du tabouret de la latte, quoi. C'est technicité, aéronautique, polyvalence. C'est ce qui m'anime personnellement tous les jours. Merci brigadier chef d'être venu, témoigner, de vos expériences et surtout, de parler de votre spécialité au sein de l'aviation légère de l'armée de terre. En tout cas, merci, pour, nous avoir fait part de votre expérience. Merci brigadier chef. Merci à vous pour l'invitation.